quand même, je tiens à rétablir justice devant tout le monde Il ici. s'agit bien sûr du Monopoly. Non. Tombé dans ce trou noir, T'es tombé en amour. en amour du trou noir effectivement de Kickstarter. Ah, tu le mets dans une équipe ou pas? Pas du tout, c'est un engine builder. Mais c'est un peu un dégueu aussi. Vous écoutez On joue-tu? On joue-tu ou bien On joue! Saison 2, épisode 20, les jeux à cocher. Salut tout le monde, bienvenue à l'épisode 20 de la deuxième saison de On joue-tu. On a eu un petit imprévu la semaine passée qui a fait qu'on n'a pas pu enregistrer. Ouais. Comme vous entendez, je suis pas tout seul cette semaine, j'ai David avec moi. Comment ça va, David? Bah je vais très très bien. T'as vu, on l'a refait, il a pas refait pareil. Ouais, c'est dommage, on avait préparé toute notre Benji. introduction. Oui. Il fait chaud. Et il fait chaud. Et on boit frais. Et on boit frais. Ouais. Donc, c'est ça, la semaine passée, on s'est déjà excusé, mais voilà. On s'excuse. On s'excuse. On s'excuse encore. Avec le S. On s'excuse. Donc, cette semaine, je voulais vous faire un petit retour sur plusieurs choses. La première, c'était justement la vidéo qui est sortie mercredi avec Benji. Donc, Tout à toi qui étais enfin sur une vidéo YouTube Et ça y est, j'ai un peu prévue l'impression, pour une fois. ouais, c'est le moment de gloire pour Ouais. moi. Ouais. Tout a changé dans ma vie. Tu t'es senti comment dans cette vidéo? Et- Où j'en ai bien profité au montage pour te faire avoir un con. J'ai trouvé ça très drôle. Ouais. On m'a reconnu à la boulangerie ce matin. C'est beau ça. C'est beau ça. Donc, Non, je suis curieux de voir surtout si les gens vont aimer en fait. Tu vois, si franchement, les gens j'ai passé ont un aimé, très la bon vidéo moment. est déjà sortie maintenant. Ont aimé, On est dans tout le à passé. fait, Tout à fait. Pour ceux qui savent pas de quoi on parle, sur ma chaîne YouTube, on a une vidéo de unboxing que Yes. j'avais jamais fait. Sors de la boîte. On a appelé ça Sort de la boîte. C'est surtout à David Turczi que tu parles pour qu'il sorte de la boîte Il faut que vous regardiez la vidéo pour maintenant. comprendre cette référence. Mais voilà, donc c'est une vidéo qu'on a fait un peu à l'improviste. Benji, il m'est arrivé avec un concept, puis j'ai dit oh mon dieu, il veut être dans une vidéo, donc j'en ai J'arrive avec profité. un gros carton. Sur un gros Un carton. concept et un gros carton. Donc si ça vous intéresse, allez regarder ça sur la chaîne YouTube. Oui, C'est on le a sort de la pas. boîte de persévérance, on peut le dire. quand Oui, même, pour de Persévérance, intéresser les gens. qui est un jeu de Mind Clash Games. Oui. C'est pour ça que c'est Benji qui en parle, Tout parce à que fait. c'est le seul qui sait comment utiliser ces jeux-là. Ça me fait plaisir ce que tu dis. Donc voilà, J'ai commencé à lire les règles et et je pense que ce n'est pas si compliqué que ça et donc je pense qu'il faut qu'on le teste. mais il y a quand même 4 livres de règles. Donc tu as commencé à lire le premier livre Non, de mais il y règles. a un livre de règles pour le premier jeu en fait. C'est vraiment deux jeux en un. Tu vois, t'as l'épisode 1 et l'épisode 2. Donc j'ai commencé à lire le livre des règles de l'épisode 1 qui fait 27 pages, mais qui fait 27 pages qui sont très bien écrites. Je pensais à toi, David, en les lisant. Franchement, Mind Clash là-dessus, du très très bon boulot. C'est vraiment hyper bien écrit. Bon, j'avoue, je suis assez déçu parce que quand j'ai revu au montage, en fait, j'ai vu dans la vidéo, tu me donnes les livres de règles en anglais. Et je les ai repris. T'es Ouais, repris. ouais. Donc t'es un menteur quand même. Mais je peux te les ramener si tu veux. Je peux te les offrir. En plus de ça, ben, vous avez peut-être vu aussi, on était dans la zone du dimanche de Martin Lafrenière. Oui. Donc c'était moi l'invité et puis j'ai un peu trollé puis j'ai amené Benji pour qu'il puisse débattre de Tainted Grail. Et puis Benji vient juste de me dire Ah, salaud! que peut-être que Martin Lafrenière avait réussi à le convaincre que peut-être que Tainted Grail était pas si bon que ça. Mais je te l'ai dit en privé parce que je suis pas encore prêt à l'accepter. J'ai pas dit qu'il était pas si bon que ça. J'ai dit que, effectivement, donc pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, et je vous recommande d'aller la voir, Martin disait que le problème de ce jeu, c'est que en fait, on ne jouait pas avec les vraies règles si on voulait le finir. En tout cas, moi, je l'ai pas joué avec les vraies règles. C'est-à-dire que si je mourais, je ne recommençais pas à zéro, notamment quand on est au chapitre 13 et puis qu'il en reste 2 avant la fin. T'as pas envie de revenir au chapitre 1. Et effectivement, ça m'a fait me dire que c'était quand même compliqué de dire qu'un jeu était excellent si tu étais obligé de ne pas jouer les règles qui t'étaient proposées. Et Martin a dit une très belle chose. Et Mathieu, je vais te demander de le citer. Le jeu, il y a une histoire incroyable, mais le jeu m'a empêché de profiter de cette Exactement. histoire. Voilà. Et je trouve que c'était très intéressant, très beau et... Bon, voilà, peut-être que le top 10 2023... Va changer. Aura Va peut-être changé. tomber d'une place. Ouais, il va pas tomber Anachronie. beaucoup parce que ça dépend quand même que... Enfin voilà, j'adore quand même cette histoire. Au final, tu retrouves un petit peu la même chose dans le 7e continent. Où, Ouais. alors, tu peux prendre la version la plus facile ou qui te permet de pas mourir trop vite. Mais au final, quand tu as déjà fait 3 fois ta première campagne et puis que tu es censé mourir, bah, rien ne t'empêche de dire bon, allez, je vais tricher un peu. Moi, c'est vrai, quand j'étais gamin et ado, quand je faisais les livres dont vous êtes le héros, Ouais, c'est ça. j'ai toujours continué, j'adorais ça, mais je lançais jamais des dés, je gagnais toujours les combats et puis je prenais mon pied comme ça. Alors après, c'est vrai que moi, j'aime bien respecter les règles, mais quand c'est sur le truc, ouais, t'es arrivé jusque là, oh mince, t'es mort, il faut tout recommencer.
Mais tu Ouais, sais, il y a comme dans Time Stories. Exactement, ce que j'allais dire. Time Stories a le même débat en fait, c'est de savoir quand on est au 3e run du scénar, que ça fait 4 heures que tu es sur le jeu, que tu sens que tu arrives au terme. Moi, très souvent, tout à coup, il y a des unités de temps qui sont apparues. Oh, bizarrement. Du futur, oh tiens, 10 unités de temps de plus, c'est magique. Mais c'est vrai que je comprends, il faudrait proposer différents niveaux de jeu qui te permettent justement officiellement de ne pas tenir compte de certains aspects qu'ils ont rajoutés Oui, tout par à la fait. suite. Hein. Dans Tentacle, ils ont quand même précisé que tu pouvais jouer. Il y a un système Je crois sauvé qu'ils par ont la après, dame, non je crois, où Ah. finalement, si tu meurs, tu peux quand même ressusciter en quelque sorte. Et puis, dans le 7e continent aussi, tu as un système comme ça. Mais peut-être que c'est inhérent finalement à ces systèmes de jeu narratifs. Ouais. Donc voilà, Tentacle reste un excellent jeu. Je suis dans la vague 2 là et je me régale à nouveau. Donc, En tout cas, Martin, t'as un sacré influenceur là, il faut dire. Ouais. Que t'as fait fort là. Tout à fait. Voilà. Donc voilà, on n'avait pas de podcast la semaine dernière, mais donc la zone du dimanche, j'étais avec Martin Lafrenière, et puis la semaine juste avant, donc samedi, j'étais dans l'école du jeu, la ludothèque parfaite selon moi. C'est une vidéo que j'ai tournée, je pense que ça fait quoi, 3 mois maintenant? Oui, ça fait longtemps que vous en avez parlé, mais voilà, elle est sortie enfin. Donc moi Et du qui coup, dis peut-être les que ce 30 top jeux... 30 a changé. Peut-être que par exemple, des jeux comme au hasard, Broom Service ne sont plus dedans. Non, il est encore plus fort maintenant. Non, mais c'est vrai qu'en le re-regardant, je me dis, il y a peut-être un ou deux choix que j'aurais changé, mais j'arrive pas à m'en souvenir comme ça. Mais bref, si ça vous intéresse, c'est une vidéo qui est aussi sur l'école du jeu. Donc voilà, ma dernière petite news avant que je passe à David, parce que moi j'en profite pour toutes les sortir maintenant avant que David David prenne est le sur les micro. starting blocks là. C'est ça. Mais aujourd'hui même, je voulais juste faire une petite annonce parce que il y a quelqu'un dans notre communauté qui a parlé du jeu L'Auberge Sanglante. C'est Jérôme qui en a parlé justement dans son mini-zode. Et aujourd'hui, je l'ai trouvé en seconde main. J'ai rencontré le gars qui s'appelle Mathieu, donc on le salue parce qu'en fait, quand il m'a vu, il m'a reconnu de la chaîne et puis il a dit ah non, mais je te l'offre, il n'y a pas de souci, j'aime tellement ce que vous faites avec la chaîne. Et puis par après, il m'a dit qu'en plus, toi, tu le connaissais déjà, Benji, parce qu'il t'avait vendu Age of Civilization. C'est moi qui lui ai vendu. Ah, pardon. Age of Civilization, ouais. Mais alors, effectivement, je m'en souviens très bien, il était très sympa et en plus, il était content puisque je lui ai filé aussi le plateau en néoprène que j'avais complètement oublié que j'avais, donc que je n'avais pas mis dans la vente et que j'ai laissé généreusement. T'es tellement un gars. Mais c'est pour ça en fait qu'il m'a donné le jeu. Il dit je dois de Il a l'argent. tellement gagné. Non mais effectivement, je me souviens et puis très sympa donc. Mathieu, voilà, enfin un Mathieu sympa en plus, donc je pense qu'il faut le noter quand même. Et en plus avec un T, comme les vrais, tu sais. Ah oui. Ça c'est un vrai. Bon, Mathieu, ça devient une star. Hein. Limite, je suis étonné qu'on participe encore gratuitement au podcast. Pas gratuitement, il t'a pas demandé le. Ah. Non. Attends, Ah bon, on en parlera tout à l'heure. Surtout qu'il faut signaler, il y a encore une chose dans ces news qu'il va pas faire, donc moi j'en profite tout de suite pour rebondir là-dessus. C'est qu'il a fait une performance incroyable sur BGA, et là on veut qu'il s'en parle. On pourrait presque penser que Matt t'a demandé de dire Non, ça. Non, c'est vrai que je me suis pas dit que j'allais me vanter. Pourtant, je me suis vanté dans le groupe Nidavélire sur Facebook. Mais donc, sachez que l'autre jour, je jouais encore une fois, je suis presque à 1000 parties de Nidavélire. Je pense que je vais m'arrêter à 1000 puis je vais live streamer ma dernière partie de Nidavélire et puis plus jamais y rejouer. Et tu pourrais jouer ta millième contre David et moi et on pourrait gagner. Ouais, peut-être. Ce serait bon ça. C'est bon, on a un concept. C'est ça. Rendez-vous, c'est quand Ben là, il m'en reste genre 30 encore avant d'être à 1000. Donc ce soir en fait. Donc ce soir. Donc j'ai joué l'autre jour contre le gars qui est numéro 1 sur BGA et puis j'ai même pris une photo avant même la partie, je l'ai mis sur le groupe Discord et puis j'étais genre, je pense que je vais prendre une belle raclée et finalement je suis sorti avec la victoire par 5 points. Donc beau, voilà. J'hésitais même parce que tu sais on peut revoir les parties sur BGA. Je me dis est-ce que ça pourrait être intéressant d'en faire une vidéo puis de vous montrer pourquoi j'ai fait ces choix là contre cette personne là. Après c'est vrai, les spécialistes de Nidavélire vont dire, c'est sûr que quand tu joues avec quelqu'un, parce qu'en fait on était les deux, puis il y avait un novice, un gars qui avait jamais joué, je pense. Ça peut vraiment biaiser, parce que selon ce que l'autre il fait, ça peut pourrir la partie. Mais ça change rien, c'est une victoire contre le numéro 1 mondial sur BGA. Je garde le concept de cette millième partie tous les trois par contre. Ça peut être tellement drôle. Bah, moi je l'ai déjà battu, hein, donc... Oui, c'est vrai. Mais c'était une partie qui comptait pas. Ouais, en plus. En mode entraînement. On remercie qui déjà? C'est bon ça. Ah, notre ami de Ménage à deux. Ménage à deux, ouais, qui nous fait que des entraînements. Ouais, Luc. Les news. Ah, les news. Les news. Tun, tun, tun. Les news. Ouais, donc voilà, on a déjà fait la première, il en reste plus que 5. Non, la deuxième, c'est quand même... il faut que je vous avoue un truc. Je suis repassé un peu du côté obscur de la force, j'ai rejoué à un jeu vidéo. Non. Que j'avais plus fait depuis fort longtemps. Mais forcément... Ah oui, c'est Diablo. Bah Diablo Ah, Immortal sur mobile. Alors j'ai pas rallumé de console, mais mon mobile chauffe assez régulièrement, en plus par ses fortes températures. Ouais. Parce que voilà, j'ai fait tous les Diablo sur PC par le passé.
il a fallu que je teste et je dois dire que je me suis très vite replongé dans cet univers de Diablo et j'aime bien. J'ai dépensé que 7 francs jusqu'à aujourd'hui. Donc ça va. J'y joue tous les jours, mais je pense que je vais assez vite m'en lasser et ça ne m'empêche pas de continuer à jouer aux jeux de société. Donc ça, je vous rassure tout de suite. Tu sais que c'est drôle parce que moi qui ne suis pas du tout jeu vidéo, j'ai téléchargé ce week-end sur la Switch de mon fils This War of Mine qui était à 2,50 francs au lieu de 50 francs. Mais faut pas jouer avec ton fils. Non, effectivement, je lui ai dit celui-là, tu n'as pas le droit d'y jouer parce qu'il est pas drôle. Et j'ai commencé à y jouer et je me suis rappelé pourquoi je ne jouais pas aux jeux vidéo parce que je suis vraiment nul en fait. J'ai toujours pas compris le principe du jeu vidéo. Il n'y a pas du tout de tutoriel où j'ai loupé un truc, mais. Ouais. Donc voilà, si vous êtes intéressé par This War of Mine, il est à 2 balles en ce moment sur le, 2 balles, ouais, c'est pas le Nintendo Store. Ouais, très bien. Je préfère le jeu de plateau. Ouais. Awaken Range, place mon produit. D'ailleurs, tu disais que on en avait parlé quand on avait fait un épisode sur les jeux vidéo. On avait parlé du fait qu'on aimerait bien voir un jeu de société Diablo. Je sais pas si tu t'en souviens quand on avait parlé de ça. C'est vrai. Puis c'est vrai que c'est drôle que maintenant il ressort en jeu vidéo. Là, ils ont fait le jeu mobile. Ouais. Il reste plus que le jeu plateau, quoi. Hey, moi ça, je ferais un all-in, je mettrais mon chien à vendre, tout ce qu'il faut, quoi. Un Diablo jeu à cocher. Tout à fait le genre de jeu que Simone pourrait sortir avec des... Simone ? Ouais. Simone. Moi j'ai toujours pensé que c'était Common. Oui. Non. Moi j'ai toujours... Mais tout le monde en français dit Simone. Simone. Très bon. Cool mini or not. Ouais. Avec un bon petit all-in à 600 balles, effectivement. Tu sens bien le truc. C'est un nom naze, quoi. Parce que prochaine news, David, let's go. On parlait tout à l'heure de BGA, et vu que... alors, tu l'as pas encore annoncé, mais on va parler de jeux à cocher, de roll and write, flip and flip. Flip and flip, exactement. On peut annoncer l'arrivée sur BGA en version bêta de 2 très bons jeux à cocher, des jeux récents, que sont Next Station London et Get On Board. Donc on est aujourd'hui, j'ai regardé, à 15 jeux à cocher sur la plateforme BGA. Alors c'est très loin des X centaines qui doivent en exister, mais c'est vrai que je m'étais un petit peu tanné de ces jeux à cocher, et là j'avoue que le Get On Board, il m'intéresse tout spécialement. Get on board. Ah, tu vois, jamais son accent à lui. Moi j'étais en train de chercher un port néerlandais quelque part. Pourtant il l'a bien dit lui. Get on board. Ouais, mais j'ai pas mis l'accent, mais get on board. Voilà, ça va mieux. Où tu es chauffeur de bus. Moi je suis. Il y a un plateau en plus de ta feuille personnelle, et tu dois te déplacer. Donc c'est un flip and write parce que tu retournes des cartes qui t'indiquent finalement les prochains chemins que tu vas devoir prendre. Donc par exemple, soit 2 lignes droites, soit après tu vas devoir tourner à droite, tourner à gauche, et tu as un plan de ville et tu vas devoir passer, chercher des personnes. Ça peut être des écoliers, des personnes âgées, des businessmen, etc. Puis tu dois idéalement les amener à bonne destination pour marquer des points, mais tu dois également relier 3 points stratégiques sur ta carte si tu veux également marquer un maximum de points. Puis tu dois éviter les embouteillages, éviter de repasser où d'autres sont déjà passés, c'est-à-dire qu'il y a un plateau commun à tous les joueurs, où là il y a des vrais pions, des vraies choses à poser, plus ta carte personnelle de ton trajet personnel. Donc ça a l'air d'être un très bon jeu. J'ai failli le mettre dans mon jeu de la semaine, mais comme j'y ai joué que sur BGA, ça compte pas. Ouais, je me suis dit que ça comptait pas. Ouais. Donc, j'en parlerai une autre fois. De BGA, je vous transporte sur Kickstarter, où on peut enfin vous annoncer la sortie du premier projet collaboratif de notre ami Sébastien Pochon. Tout à fait. Avec l'ouverture de la campagne de Skyrise. Donc, c'est sorti... Elle s'est ouverte il y a même pas 2 heures là, parce que au moment où on enregistre, mardi 14 juin, exactement. Au moment où vous écoutez, elle est financée à 3%. Elle est financée. Pas à 3000 quand notamment même. grâce à notre aide. Non, mais on n'a même pas encore. On n'a même pas encore backé, gros menteur. Ah bon, bah alors voilà. News. C'est dans le news. Donc voilà, allez voir cette campagne sur Kickstarter, Skyrise. Enfin, son jeu Metropolis se transforme en Skyrise et sur la plateforme de financement collaboratif Kickstarter. Il y a 2 niveaux de pledge sur Skyrise, dont donc un normal et un de luxe. Et le niveau de luxe, c'est pas si cher. Hein. Alors attention, on parle bien sûr de jeux très produits sur Kickstarter. Avec énormément de grosses figurines en plastique. Il est à $75 US, donc je sais pas combien ça fait. Ça doit faire. À peu près pareil. Ouais.
En francs suisses, ouais, on est au bord, faire 70 assez proche. En dollars canadiens, ça serait presque 150 $ canadiens. Ouais, c'est ça. Prochaine news, donc on reste dans le financement collaboratif, mais on passe sur la plateforme de GameFound avec la fin, aujourd'hui même, donc toujours mardi 14 juin, oui, tout à fait. de la campagne des Châteaux de Bourgogne. Yes. Et avec un all-in à 4250 €. alors ils ont approché les 3 millions d'euros. Donc c'est près de 6000%, parce qu'ils attendaient que 50 000 €. Oui, bah ça on va les croire, hein, bien entendu. Tout à fait. Mais C'est-à-dire le c'est prix pas- des figurines. C'est pas pour cela que je vous en parle. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, il faut que j'en parle absolument, parce que c'est pour moi une campagne exemplaire. Tout ce qui a été débloqué en cours de campagne a été assez énorme. C'était vraiment pas juste 3 cartons plus ou une petite figurine. Ils ont ajouté des niveaux de pledge avec du matériel qui est incroyable, mais surtout, celui que je veux mentionner, c'est le Big Stretch Goal qui a été débloqué le 11, donc il y a 3 jours. C'est un automate pour un jeu solo qui a été, bien entendu, développé par le boyfriend de notre ami Benji. Donc David Un jour, je vais vraiment recevoir Turkzy. une lettre de la justice. David Turkzy a créé un automate et il a été débloqué. Bon, alors ça c'était déjà prévu à l'avance, hein, ça bien t'imagine entendu. bien que l'automate- Mais ils viennent de l'annoncer juste après les très très nombreuses figurines, parce qu'il faut savoir que dans la version normale des Châteaux de Bourgogne, vous avez des petites tuiles en carton où il faut des fois se faire un peu mal aux yeux pour savoir exactement qu'est-ce qui se trouve dessus. Toutes ces tuiles sont dans la version GameFound en acrylique, donc c'est des très belles tuiles, et ils ont rajouté un niveau de pledge pour avoir tout en figurine, c'est-à-dire que tous les petits cartons auront leur propre figurine. Alors j'ai pas craqué jusque là, parce que là on monte à plus de 300 je crois. Non, c'est pas si cher. Non, ouais, près de franchement, pour 300, des ouais, gros- 267 €. Alors attention, on est dans l'indécence, hein, mais on est dans l'indécence classique sur Kickstarter ou GameFound, et franchement, le pledge le plus gros que vous pouvez avoir en Sundrop avec tout inclusive, c'est 267 €. Ouais. Alors, je sais pas si c'est avec les shipping, donc vous devez monter à 300 Non, balles je sais avec pas. le shipping, mais... Tu sais que ma première voiture que j'ai achetée en Suisse a coûté 400 balles. ouais. Là, on était à 260. Elle était sans doute beaucoup moins belle que... Alors, Elle était pour pas en l'instant, Sundrop. Mais hey, d'ailleurs, pendant que toi tu parlais, je suis allé sur la page de Nemesis sur Kickstarter, et puis Château de Bourgogne a fait plus d'argent que Nemesis, qui est pourtant aussi par Awakened Realms. Puis tu te dis, c'est un nouveau eux jeu. ils doivent se dire, mais pourquoi on se fait, toi CAC, à essayer de développer des nouveaux jeux quand on pourrait prendre des Ouais, mais vieux y a jeux? pas- Ouais, mais il n'y a pas beaucoup de ces vieux jeux qui peuvent faire autant. Hey, t'imagines, de- tu fais un financement. Catan, toi, Bah, ils ont fait hein, des Awakened Realms. miniatures, ouais. Ouais. Alors moi, pour l'instant, j'en suis au Royal Pledge à 142 €. Ouais. Donc maintenant, débrouillez-vous pour me pousser à rajouter plus de 100 €. Bah, déjà, Il te Donc reste voilà, 30 je fais appel. T'as Non, pris non, 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 t'as un parce que seul je vais pouvoir, je vais pouvoir t'as pris le Sundrop ou pas? Oui, mais en Royal Pledge. Donc Ok. je peux aller. T'as pas toutes les extensions? J'ai pas les figurines. Non, mais je pense, justement. moi, je Mais vais si, être très honnête, je si, pense nos que c'est amis bien. si nos amis du Discord arrivent à me prendre par les sentiments et puis à me convaincre de faire le all-in de malade, peut-être que je Moi, je craquerai. peux Mais dire- c'est dommage parce qu'après, tout ce qui est en acrylique, finalement, tu l'utilises pas vu que tu as Ouais. ces figurines. Pour l'instant, il y C'est la aura même du chose matériel avec, triple emploi, quoi. C'est ce qu'on a parlé avec Persévérance, justement. Lui, il y avait le matériel en double, en fait, ce qui est un peu. Non, c'est dommage. Je sais pas. Un peu, ouais, je suis assez d'accord. Un Ça peu m'a idiot, un ça. peu gêné, moi, parce que franchement, tu jettes en fait. Oui. Mais là, je sais pas si tu auras l'acrylique et les figurines. Tu auras Bah, que si. les figurines. Bah non. Parce que tu rajoutes, il y a une boîte en plus, donc avec les figurines. Moi, je peux te dire un truc, David, tu vas Ouais. regretter. De pas le prendre. Ouais. Ouais. C'est tout ce que j'ai besoin de dire. C'est tout ce que j'ai besoin de dire. La graine de la Discord déplacée. Ouais. Après, il You faut pouvoir le will laisser regret. en fait. Il faut pouvoir le laisser, jamais le ranger. C'est ça. Ouais, c'est vrai que du coup, ça devient des jeux de collection, mais c'est ce qu'on disait sur le Kickstarter il y a pas si longtemps. Hein, donc, Mhm. Et puis la dernière news, c'est qu'on arrive gentiment au Paris est ludique, donc un Ouais. prochain gros événement quand même sur les jeux de société à Paris, forcément, Paris est ludique. Le premier week-end de juillet, donc les 2 et 3, c'est un festival qui est sur 2 jours, où normalement je vais me rendre, donc n'hésitez pas, si vous y allez, à m'inviter boire un verre, je paierai volontiers l'addition. Voilà. Est-ce que tu vas avoir ton petit pull on joue-tu? Bah, j'aurais forcément un pull en joutu. J'aurais sans doute un pull Hurricane Hurricane aussi. Encore faut-il que Ça va, je chaud, les trouve. Mais voilà, je mettrai peut-être pas les deux en même temps, je te rassure, Benji. Mais la casquette ou. Ouais, il faut que je trouve un truc. Ah ouais, la un casquette Marcel, en joutu, un j'ai Marcel pas ça. Hurricane et une casquette en joutu. Le short, on n'a pas fait le short. Je te prête la casquette on joue-tu, puis on est bon. Parfait. Alright. Voilà.
Benji, est-ce que t'as pour une fois un news pour nous? Non. Maintenant, on va passer à notre premier segment, le jeu de la semaine. Moi, c'est un jeu en fait que j'avais déjà prévu vous parler la semaine dernière, mais l'épisode est jamais sorti. C'est un jeu qu'on a pu tester les trois ensemble, un prototype, Age of Champagne. Yes. Qui est un jeu qui est vraiment en stage prototype et qui devrait sortir sur Kickstarter d'ici la fin de l'année. Donc c'est un jeu, Age of Champagne, c'est un jeu de Christophe Pouilly, Franck Rubarbe et Cyril Lefranc. Donc voilà, c'est trois personnes qui m'ont envoyé ce prototype-là. C'est trois personnes qui ont travaillé dans le champagne et qui ont décidé de se créer en plus de ça un jeu de société. Bon, on va pas s'y échapper, c'est sûr qu'il y aura des similarités avec viticulture. Avec viticulture, puisqu'on est dans la fabrication de vin. Faut savoir que ce jeu-là, ce qu'on nous vend, c'est un jeu qui est pas nécessairement plus expert, mais qui a beaucoup moins de hasard, disons, que viticulture. La reproche qu'on a souvent avec viticulture, c'est cet effet que les cartes saisonnières peuvent vraiment bouleverser la partie. D'ailleurs, on est en train de le voir sur notre partie interminable de viticulture sur BGA qu'on a commencé il y a 2 semaines. Moi j'ai eu 3-4 fois de suite des bonnes cartes, puis en fait j'ai l'impression que j'ai vraiment pris de l'avance sur vous alors que j'ai pas nécessairement mieux joué. Alors, bon, pour ceux qui pensent que Mathieu a pris de l'avance, donc actuellement David et Mathieu sont à égalité à 1 point de moins. Oui. Une avance somme toute relative. Oui, mais moi j'ai pas encore joué mon tour. Bah la partie va peut-être s'arrêter rapidement alors. Donc voilà, dans Age of Champagne, on est un peu sur la même chose que viticulture, c'est-à-dire que on va devoir placer nos raisins dans les caves, les faire vieillir pour pouvoir ensuite fabriquer du vin. Par contre, il y a beaucoup plus de préparation, j'ai l'impression. Après notre partie qu'on a fait les trois ensemble, c'était à la suite du dernier épisode. Si vous êtes capable de vous en rendre compte, à la fin, on était assez fatigués. Je veux dire que c'était la fatigue et non autre chose. On va dire que Mathieu a gagné, mais en même temps, c'est parce qu'il a gagné. Non, c'est Benji qui a gagné. Ah, c'est Benji. Ah, c'est toi, Benji, qui a gagné. Et c'est pour ça que j'avais pas envie de revenir là-dessus, c'est ça. Ouais. Mais il y a une règle assez cruciale qu'on s'est trompé. J'ai tout de suite écrit au créateur le lendemain pour dire il me semble que ça c'est bizarre, puis ils m'ont dit oui, mais vous avez joué faux. Donc voilà. Mathieu nous a très bien expliqué. Ce qui est très bon signe en fait, c'est qu'on a quand même eu des très belles sensations avec ce jeu. Oui. Puis surtout pour un jeu qui est en mode prototype, c'est-à-dire que le jeu n'est pas encore fini, on est encore sur des cartes. C'est un joli prototype. C'est un joli prototype, mais je veux dire de se dire, une fois qu'il sera fini et tout, on est vraiment sur un bon jeu expert autour de la thématique du champagne. Donc encore une fois, si vous aimez cet aspect-là, c'est vraiment bien travaillé dans ce jeu-ci. C'est assez Team Nature quand même. Team Nature. Oh non, là non, c'est pas de la nature, c'est du vin. C'est pas on pareil. est plus près de la nature que de l'espace quand même. Oui, ça c'est vrai. Ça dépend si tu bois beaucoup de champagne. Moi, je suis pas. Enfin, bien sûr que sur la thématique, il y a des liens avec viticulture, mais en fait, c'est quand même à peu près tout, je trouve, parce que au fond, les mécanismes de jeu sont assez différents. Mais on est encore sur un placement d'ouvrier qui a cette idée qu'on y va dans le sens thématiquement. Donc, mais c'est vrai que là, tu as plus cette notion d'export et cette notion de contrat à remplir. Bon, quand je dis ça, effectivement, je dis pareil que viticulture, mais moi, j'ai pas du tout eu les mêmes sensations de jeu que j'ai sur viticulture. Non, parce qu'après, il n'y aurait aucun intérêt. Sinon, on aurait dit, écoute, vous êtes mieux avec viticulture, mais on a quand même eu cette impression qu'il y a quand même un bon jeu là derrière. Et puis même, moi, j'avais juste envie, on verra si on arrive ce soir, mais pourquoi pas refaire une partie avec les bonnes règles cette fois enfin. Bien, parce que si déjà on a eu des bonnes sensations avec... Bon, il faut dire que c'est pas une règle c'est une règle qu'on a fait faux qui nous a pas permis de faire beaucoup de points, mais ça a pas vraiment changé la façon de jouer. On jouerait quand même de la même façon, c'est juste qu'on pourrait faire plusieurs fois une action, alors que nous on pensait qu'on pouvait la faire qu'une seule fois. Mais effectivement, on avait été assez surpris par ce point de règle, donc c'est... Toi qui es fan de la Cerda, est-ce que tu as Vinos? Oui. Donc on pourrait se faire une fois une soirée viticulture Vinos. Alors Vinos fait un tout petit peu monter la c'est pour ça que je le mettais en dernier, mais en fait il vaut peut-être mieux le mettre en premier. Oui. Après Vinos est vraiment un excellent jeu de la Cerda et pas si compliqué que ça par rapport à d'autres Lacerda. Ils sont plus simples. Non, je dirais pas que ce sont plus simples. Je pense que The Gallery c'était plus simple. Puis ça va, ils annoncent que à partir de 150 minutes. Oui, tu vois, ça passe. Franchement, ça passe. Mais c'est un super jeu, hein, Vinos. Alright, bon, en tout cas, c'est sûr que vous n'avez pas fini de m'entendre en parler parce que je vais éventuellement faire une vidéo lorsqu'on sera plus proche de la campagne Kickstarter. Donc, je vais vous en reparler. Age of Champagne, si ça vous intéresse, vous pouvez aller sur leur page Facebook. Ils ont en ce moment des informations là-dessus. Ton jeu de la semaine, David? Oh, direct. Heureusement que je me suis préparé. Mon jeu de la semaine, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, mais cette fois, je vais
parler vraiment du jeu et pas de tout ce qui a suivi la campagne Kickstarter et la traduction surtout, c'est Créature Confort. Parce que durant ces 7 derniers jours... On a fait des heures maintenant Créature Confort. Est-ce que je vais réussir à le placer pendant cet épisode? Bah si, tu viens de le faire. Mais sans doute, moi je suis sûr qu'il peut le placer. Créature Confort, enfin j'ai pu y jouer, donc 3 parties à mon actif, une solo, une à 2 et une à 4. Donc j'ai fait toutes les configurations. Sérieux, là, hein. Exactement. Donc je rappelle que j'ai la version Kickstarter, et là c'est un bon exemple de la différence entre des bonnes différences entre une version Kickstarter et une version boutique. On retrouve des ressources en bois qui ne sont qu'en carton dans la version normale, 2 mini-extensions, un Game Trace pour un rangement parfait. Donc là, il a été vraiment étudié au millimètre près avec tout ce qu'il y a à mettre dedans. Et puis, alors, pour moi, c'est un jeu initié. Ils mettent dès 8 ans, là très clairement même à 10. Alors oui, à 10 ans, on peut y jouer. D'ici à optimiser tout son jeu, j'ai quelques doutes. Non, j'ai pas joué avec mes filles, j'ai joué avec un couple d'amis, avec mon épouse à 2 et avec moi-même en solo, bien entendu. Donc les mécaniques, c'est un doux mélange de pas mal de mécaniques que j'aime beaucoup. Donc il y a du placement d'ouvriers, il y a des dés, il y a de la gestion de main de cartes et de la gestion de ressources. Donc ce qui est très intéressant dans Créature Confort, c'est que chaque joueur a 2 dés à disposition. Et puis, il y a des dés ensuite communs. Chacun notre tour, donc tous en même temps, on lance nos 2 dés personnels. Et les dés, en fait, nous permettent d'aller nous positionner sur différents emplacements sur le plateau de jeu. Donc, il y a des emplacements, il faut obligatoirement mettre un dé de 2 pour pouvoir s'y mettre. D'autres emplacements, c'est une suite de 3 dés, par exemple 4, 5, 6. D'autres, c'est 2 dés avec un total de moins de 5 par exemple, et puis quand vous avez lancé vos 2 dés, donc vous avez 2 résultats, et c'est à ce moment-là que vous allez devoir placer vos ouvriers, qui sont des petits animaux, on a chacun des animaux différents, ils sont très mignons. On doit les placer, mais on ne connaît toujours pas les résultats des 4 autres dés qui seront communs et qui seront lancés par le joueur actif. Et c'est ça où c'est intéressant, c'est qu'en fait on va placer nos différents ouvriers sans être sûr de pouvoir les activer, parce que bien sûr qu'il faut se dire, tiens, est-ce que par rapport à mes 2 premiers dés, est-ce qu'il y a des chances que je puisse avoir cela? Ensuite, le joueur actif, une fois qu'on a tous placé nos ouvriers, lance les 4 dés restants, et là, on va tous, à tour de rôle, devoir activer les dés. Donc c'est vrai qu'à 4, quand on découvre le jeu, ça prend un certain temps, parce qu'on attend que chacun joue. Je pense qu'après 2 parties, et quand on a bien compris, ça va beaucoup plus vite. Là déjà, à 2, ça allait très très vite. Et puis, les ouvriers qu'on place nous permettent de prendre des ressources, et puis les ressources nous permettent de réaliser en fait des cartes qu'on a dans notre main pour aménager, si l'on veut bien, notre tanière pour passer l'hiver. Donc le jeu se joue en 6 ou 8 tours, ça dépend si on veut faire des parties normales, c'est 8, si on veut raccourcir un peu les parties, c'est 6, j'ai toujours fait à 8. Vraiment un très très bon jeu, j'ai pas encore testé les 2 mini-extensions qui amènent des petites différences qui ont l'air très intéressantes. Donc voilà, je le recommande vivement, j'ai beaucoup aimé et je pense qu'il peut sortir souvent, tout particulièrement avec mon épouse qui a beaucoup apprécié. Il est très vite installé et puis, comme j'ai dit, une fois qu'on y a joué 2 fois, il tourne vraiment très très bien et relativement vite. Voilà, Créature Confort, c'était mon jeu de la semaine. Benji, it's your turn. Yes, alors moi je vais vous parler d'un jeu qui est sorti il y a plusieurs années maintenant sur Kickstarter, qui a été une de mes premières campagnes Kickstarter, et c'est Monumental. Est-ce que vous connaissez? Je ne connais pas du tout. Monumental, qui a été édité par Funforge. Qui est aussi un gros jeu de figurines. Qui est un gros jeu de figurines, tout à fait, un gros jeu vendu comme un jeu de civilisation avec des figurines. Funforge qui a une publicité assez mauvaise en ce moment sur justement la 2e campagne de financement de Monumental, que je n'avais pas prise, moi j'avais pris la première. C'est une société qui, de manière générale, a des avis plutôt négatifs sur les campagnes de participatives, notamment sur le site Quod, là dont je vous parle souvent, qui est vraiment le site de référence des campagnes participatives en France. Et puis moi j'avais eu envie de les suivre sur la première campagne parce que Monumental, c'est vraiment le genre de jeu qui a tout pour me plaire. Et d'ailleurs,
j'étais allé regarder à nouveau la page de campagne Kickstarter au moment de vous en parler. Franchement, quand je la revois, j'ai encore envie de la backer, si tu veux. C'est vraiment... Donc en gros, c'est un jeu de civilisation. Vous avez une carte modulable avec des plateaux qui s'encochent les uns dans les autres. Et puis, comme dans tous les jeux un peu de civilisation, vous allez avoir un système avec, bien sûr, de la conquête. Vous allez gagner des points sur les territoires que vous allez contrôler. Et puis, du développement de technologie un petit peu. Mais vous avez surtout un système très original parce que votre cité... Elle est représentée par un deck de cartes, donc il y a un petit peu de deck building dedans, et vous allez sur vos decks de cartes construire votre cité à chaque tour en mettant les 9 cartes pour former un carré de 3 par 3. Vous me suivez toujours jusque-là ? Oui, bien sûr. Okay. Là, ça va. 3 par 3 sur un carré, et à chacun de vos tours, vous allez activer certaines de vos cartes en activant une colonne et une ligne avec une carte commune. Vous me suivez toujours ? Toujours. On va dire oui. Et ben en fait ce système-là, je le trouve hyper intéressant parce que ça, pour le coup, moi je l'ai jamais vu nulle part ailleurs. Et puis il y a vraiment une réflexion parce que vous avez très envie d'activer la carte de gauche, sauf que si vous activez celle-là, vous avez une ligne, une colonne de merde. Et puis le problème c'est que d'autres cartes sont bien. Donc vous avez une vraie réflexion à avoir sur comment vous allez activer ces cartes-là. Vous avez un système bien sûr pour épurer votre deck. Vous allez acheter des nouvelles cartes. Vous allez augmenter en technologie et vous allez avoir encore de nouvelles cartes. Vous allez pouvoir petit à petit donc aller de plus en plus sur le territoire et aller emmerder vos voisins, conquérir les territoires voisins, etc. Quand vous avez conquis les territoires voisins, vos personnages ne disparaissent pas, ils reviennent chez vous. Donc il y a toujours un système comme ça de va-et-vient qui peut vous permettre de reprendre des points par la suite en militaire. Et puis le jeu est extrêmement beau, je trouve vraiment, il y a un travail d'édition qui est très très bon avec des figurines qui sont largement inutiles, on aurait pu tout à fait avoir d'ailleurs, et puis il y avait une version sans les figurines avec juste même pas des standees mais des jetons qui représentaient vos troupes, et c'est vrai que vous pourriez tout à fait déplacer ces troupes en jetons sur un petit peu à la Too Many Bones et les déplacer sur la carte, mais les figurines sont extrêmement belles avec plusieurs civilisations. Vous avez des civilisations grecques, japonaises, chinoises. Ils avaient fait une première extension que j'avais bien sûr achetée à l'époque avec des civilisations plus fantastiques, donc il y a des Atlantes par exemple, etc. Et puis ils ont fait une deuxième édition avec d'autres peuples encore que pour le coup je n'avais pas prise. Et puis je voulais donc vous dire que même si effectivement je peux entendre Funforge a beaucoup de retard sur cette deuxième édition, a priori communique pas très bien avec les backers, je peux vous dire que Monumental ça reste un super jeu. Vraiment je me suis régalé, le solo est extrêmement bon, c'est un système d'automa qui est assez agressif. Tu as déjà joué à autre que Alors solo? Non, pour le moment j'y ai joué que en solo, et quand j'y jouais j'avais très envie de le tester avec vous parce que vraiment ce système d'activation de votre cité en fait il donne vraiment du sel à l'ensemble du jeu. L'expansion de territoire elle est commune à plein d'autres jeux, mais le système d'activation de cité et de deck building qui va avec, il est vraiment très original, il est très bien fait, et donc si vous avez backé Monumental, je voulais vous dire de pas forcément le regretter, de pas être encore trop en colère contre Funforge parce que le jeu, à titre personnel, je le trouve très très bon. Ça n'excuse pas tout en termes de stratégie de communication, etc. Mais vous pouvez être content de l'avoir backé, et puis je suis assez curieux d'avoir les retours des gens qui l'ont eu. Il est peut-être un peu surproduit, mais en même temps, il va pas être plus surproduit que les châteaux de Bourgogne de McKenry, très clairement. Un Kickstarter qui est surproduit. Non, mais c'est ça, exactement. Mais de tous les Kickstarter que j'ai, je pense que c'est un de ceux qui est probablement le plus surproduit quand même, parce que c'est vrai qu'il y a vraiment beaucoup de figurines, et puis tu pourrais probablement trouver une solution alternative, mais ces figurines, encore une fois, sont très très belles, et le jeu n'était pas si cher que ça à l'époque. Okay. Donc voilà, Monumental, moi j'ai vraiment passé un bon moment, je suis curieux d'avoir vos retours, et puis je suis surtout curieux qu'on le sorte ensemble et qu'on l'essaye une fois. Il faut une grosse table, par contre. Oui, alors c'est ce que j'allais dire. Je pense que tu connais la phrase, right? Faut le mettre sur la pile. La pile de la honte. C'est marrant d'ailleurs. Pas de la honte, mais il faut essayer. La pile des jeux. C'est marrant que tu parles de Funforge parce que tu as vu qu'en fin mai, ils ont annoncé qu'ils abandonnaient les projets Kickstarter. Oui, j'ai entendu ça. Ils sont tellement dégommés, et puis ils ont dit que ça a tellement changé avec les coûts de production, les coûts de transport, etc., que c'est plus possible pour eux de continuer à gérer correctement des campagnes. Donc ils finissent avec leur campagne de Namiji, et puis ils disent qu'ils ne feront plus de Kickstarter. Alors bon, il faudra voir dans les années à venir. Pour l'instant. Mais voilà. Non mais voilà, moi je veux pas excuser les comportements qu'ils ont eu, et puis vraiment il y a des choses que j'ai lues qui sont très critiquables, mais je veux quand même rappeler que à la fin, le produit qu'ils nous livrent, et en l'occurrence pour Monumental, mais j'ai entendu un peu les mêmes choses sur Namiji par exemple, le jeu est vraiment travaillé, il est efficace et il est intéressant, donc il est pas très complexe, en plus clairement c'est pas du tout un jeu de civilisation difficile. Moi je l'ai tout de suite joué en version longue parce que en gros vous avez 3 âges. Un espèce d'âge médiéval, un âge préhistorique, un âge médiéval et un âge moderne, et puis vous pouvez rajouter un âge renaissance
si vous voulez faire durer un petit peu le jeu en renouvelant votre deck. Et puis je l'ai tout de suite fait parce que vraiment il y a un vrai plaisir civilisationnel à construire, à développer à voir son deck évoluer petit à petit. Vous construisez des merveilles qui sont, pour le coup elles ne sont pas en figurine. Et puis il y a eu plein de stretch goals sur la première campagne que j'ai pas encore essayé, avec un module monstre et un module héros qui vous permettent d'avoir un peu plus de changement dans le gameplay. Donc c'est vraiment un très bon jeu et j'ai pris beaucoup de plaisir. Ça faisait très longtemps que je voulais le ressortir, j'ai pris beaucoup de plaisir à le ressortir en solo, et vraiment je le redis, c'est un très bon solo et je ne vais pas le revendre et j'ai vraiment très envie d'y jouer. Alors maintenant, on va passer au deuxième segment. On voulait parler des jeux à cocher, donc les roll and write, les flip and write, les jeux préférés à Benji. On avait d'ailleurs pensé faire un top 5 sur les jeux à cocher, mais on s'est rendu compte que moi et Benji, on l'a déjà fait. On avait totalement oublié, mais lors de la première saison, on l'avait fait, donc on va pas refaire ça. On vous garde ça pour le troisième segment, mais je pensais que ça pourrait être intéressant de retourner un peu sur l'histoire des jeux à cocher. Donc ce que je vais faire, je vais prendre la parole pendant un petit 4 minutes. J'ai choisi 5 jeux qui font un peu l'histoire des jeux de société. Alors, oui, parce que je pense qu'on aura des choses à dire. Vous allez devoir interagir quand même. Donc le premier, bien sûr, on a parlé juste avant qu'on commence à enregistrer, mais c'est sûr qu'il faut parler du Yahtzee si on parle des jeux à cocher et puis leur place dans l'histoire. Ou Yams. Il a les deux noms. Ah oui, moi j'ai plutôt joué Yams. Ça fait... c'est le même. Mais c'est le même jeu, non? Exactement. Ah oui, mais du coup je savais pas à l'époque. Ah bah c'est ça. Mais maintenant tu le sais. Merci de m'apprendre des choses. Donc on est en... Professeur Bierry. En 1954. Donc on est en 1954. Et puis c'était un peu à l'époque un des premiers jeux qui utilisait les dés d'une façon un peu différente, qui était pas nécessairement genre voici le nombre de cases que tu vas avancer. Cette idée qu'il représente une valeur que tu vas devoir choisir et puis faire ces choix-là. Donc ça c'était bien sûr le premier. Souvent quand on pense à des jeux de flip and write, roll and write ou quoi que ce soit, on pense à Yahtzee. Ensuite... Attends, parce qu'il y a quand même une petite anecdote qui est assez marrante sur l'origine de Yahtzee. C'est qu'il a vu le jour au Canada en 1954. Et attends, parce qu'au Canada, on pense à tout. Quand tu dis Canada, on est d'accord que tu penses pas à un yacht. Non. Et pourtant, il a été inventé par un couple qui, pour passer le temps sur leur yacht, ont inventé le Yahtzee et l'ont fait découvrir à leurs visiteurs qui ont trouvé ça tellement génial, et il s'appelait le Yacht Game. Ah, et Yahtzee. Et petit à petit, en faisant découvrir à leurs passagers, à des amis, il a été édité tout d'un coup à 1000 pièces pour pouvoir l'échanger, le donner par-ci par-là. Et tout d'un coup, forcément, ça a pris de l'ampleur jusqu'en 1973 où Milton Bradley de la firme Hasbro a racheté leur petite boîte d'édition. Et puis maintenant, qui était un peu à l'époque un des seuls qui créait des jeux au final, Milton Bradley. Vrai. J'ai plus rien après, c'est bon. On a fait Milton de la semaine. Ensuite, on a en 2003, donc on fait un gros saut dans le temps quand même. J'en ai sauté un ou deux, mais où on tombe vraiment dans les jeux plus modernes, si on veut, de roll and write. C'est un jeu de notre ami Rainer Knizia qui s'appelle Décathlon. Je me souviens qu'on avait parlé ensemble une fois d'un jeu qui pourrait avoir la thématique des Olympiques, non? Il me semble que c'était avec toi qu'on avait parlé de ça une fois. On en a parlé ensemble, en fait, tous les trois. Mais je peux aussi partir, si vous voulez. Il me semble que toi, maintenant, tu viens le dimanche. Il me semble que j'étais avec David. Mais bref, donc on parlait sur les jeux qui pourraient avoir une thématique olympique. Ben là, on était sur l'idée que on va faire 10 fois des mini-parties, si on veut, et à la fin, c'est celui qui aura gagné le plus de médailles. J'ai regardé et puis on est vraiment loin du roll and write classique avec une thématique ou quelque chose. Là, on est vraiment sur une feuille A4 avec des petites cases à cocher et tout. Mais ça, c'est considéré par plusieurs à être un peu le premier roll and write moderne. 4 ans plus tard, on passe à Würfel Bingo. 2007, qui est le premier roll and write de la compagnie Schmidt-Spiel, qui est un peu connu aujourd'hui comme un peu, je dirais pas les maîtres du roll and write, mais qui offre une vaste gamme de roll and write, parce que c'est surtout en Allemagne que ça a vraiment pris de l'essor. Et puis c'était le premier jeu qui a vraiment eu cette montée en flèche au niveau des ventes. Würfel Bingo, qui est vraiment littéralement une feuille de bingo où à chaque tour tu lances 2 dés et puis tu vas devoir choisir un de ces chiffres-là, puis à la fin c'est celui qui a les meilleures colonnes verticales et les lignes horizontales qui va gagner. De ce que j'ai compris, j'avoue que j'ai joué à aucun de ces jeux pour l'instant. Bon oui, Yahtzee oui. Et 2007, dans la même année, on a notre premier jeu à avoir sa propre version roll and write, donc un jeu de plateau qui existait déjà, qui a sa propre version roll and write. Est-ce que vous êtes capable de deviner c'est lequel? Non, je l'ai pas. 4. 2007? Ouais.
Ah. C'est Catan, bien sûr. Je Donc en 2007, Catan, le jeu de dés, qui est le premier roll and write, donc c'est quelque chose qui est assez commun de nos jours, des jeux de société, des jeux de plateau qui ont leur version roll and write ou flip and write, ben c'était le premier qui a fait ça. Ce serait bien d'imaginer, tu vois, plusieurs jeux comme ça qu'on aimerait voir arriver. Ça pourrait être une bonne idée, exemple pour un top 5. Peut-être, hein, faudrait qu'on y réfléchisse. Et puis, pour finir, le dernier, donc vraiment rentrer dans cette ligne moderne de jeux de jeux de flip and write ou roll and write, on a le Quicks. 2012. Ah, celui-là, je sais pas si vous avez déjà joué à celui-là? Non. Mais même pas. Mais je sais que ça fait partie de la référence et en roll and write d'apéro, c'est le jeu idéal. Ben, justement, ce qui sortait, puis tu sais, quand ça fait 2-3 fois que j'utilise le terme roll and write moderne, c'est quoi qui fait qu'il est moderne? Souvent, ce qu'on dit quand c'est moderne, c'est cette idée que tout le monde participe un peu en même temps. C'est pas nécessairement, ok, là, c'est à ton tour. Si vous pensez par exemple à Trek 12, qui est très récent, on lance les dés et puis tout le monde agit en même temps. C'est ça l'idée, qu'il n'y a pas de temps mort en fait. Donc ça, c'est Quicks 2012 qui a vraiment, encore une fois, eu un gros ressort dans le monde du jeu à cocher et puis qui a grandement influencé les très futés de la même compagnie. On est encore chez Schmidt Spiel. Et ben, bien sûr les Trek 12 et tous les jeux qu'on connaît aujourd'hui, cette idée qu'on a ces feuilles, tout le monde joue en même temps, selon qui est le joueur actif, ils vont peut-être avoir un petit quelque chose en plus, mais pas nécessairement. Quicks, qui est d'ailleurs un jeu qui est encore beaucoup vendu aujourd'hui. Il y a énormément d'éditions. Exact. Moi, je le vois à chaque fois que je vais dans une boutique de jeux, puis je savais pas que c'était un jeu qui était... Bon, il y a déjà 10 ans quand même, ce jeu-là. Et puis, c'est rare que c'est moi qui fais ça, mais je vous avais dit 5 jeux, j'ai une mention honorable. Oh! Parce que dans mes recherches, on était vraiment dans les gens top 5. À quel moment on est passé dans ça? J'ai l'impression d'avoir été dissocié. Parce que je vous ai dit que j'avais 5 jeux à vous parler, mais je voulais quand même parler de Welcome To, parce que c'est dur de faire une liste de jeux à cocher sans parler de Welcome To, qui est un peu le premier, vraiment, le jeu qui a amené le flip and write sur la scène. Puis c'est drôle parce qu'en fait, quand tu y penses, 2018, ça fait que 4 ans que ça existe en fait, les flip and write, alors que j'ai l'impression que ça fait tellement longtemps que ça existe. Mais moi, je me souviens encore de ma première partie de Welcome To que j'ai vraiment fait genre, ça c'est nouveau, tu vois, c'est original, c'est quelque chose que j'avais jamais vu. Puis j'ai essayé de penser, c'est quoi la plus grosse différence qu'on pourrait dire avec les dés? Ben, une chose qui est cool avec les flip and write, c'est cette idée que t'as une quantité limitée de cartes qui va sortir. Donc, il y a un peu moins d'hasard qu'avec les dés, parce que les dés, finalement, tu pourrais sortir les deux chiffres toute la même partie, tu sais. Mais il y a cette idée avec les cartes, si t'es vraiment cinglé, tu pourrais techniquement compter le nombre de cartes qui sortent dans Welcome To, puis te dire, ok, là, il y a eu 12 fois les ci. Donc, potentiellement, ça pourrait être plus stratégique que des roll and write, mais là, on est vraiment sur du très poussé. Donc voilà, ça c'est un peu l'histoire Wikipédia 101 du roll and write, et puis bien sûr, moi j'ai rajouté le petit flip and write. Mais qu'est-ce que vous en pensez, vous, quand j'ai introduit le thème, Benji, t'as fait un gros... Ça veut dire quoi, ça? Non, c'était bien sûr un peu pour rigoler. En fait, c'est vrai que c'est pas le thème qui m'emballe le plus, et puis c'est pas les genres de jeux vers qui j'ai envie de courir, tu vois, à chaque fois. Et en préparant cette émission, puisque je la prépare également, j'ai essayé de réfléchir à pourquoi j'étais pas emballé en fait par ces jeux-là. Tu vois, tu me proposes un placement d'ouvrier, je dis oui tout de suite. Un deck building, tu vois, je dis assez vite oui quand même. Et, mais après, tu sais pas ce que c'est, donc c'est chaud. C'est pour ça, du coup, tu me sors Welcome To, je suis content d'en faire un deck building. C'est ça. mais le flip and write et le roll and write, et en fait, souvent, je prends beaucoup de plaisir sur une première partie. Et comme tu dis, je me rappelle très bien de ma première partie de Welcome To, et franchement, j'avais trouvé ça top. Enfin, je trouvais que c'était différent, c'était la première fois qu'on jouait à un truc comme ça. Trek 12, pareil, tu me sors la première fois, je suis content, on en fait une deuxième, ça va. 3 dice. 3 dice, pareil, effectivement, la première fois qu'on l'avait fait. Le mur d'Adrien, j'aimerais bien essayer une fois. Mais après, c'est des jeux où j'ai pas envie de refaire une partie tout de suite. Et c'est vrai que ça, c'est pas. Je trouve pas que ce soit une super sensation. J'ai fini une partie, je suis content, mais j'ai pas envie d'enchaîner. C'est le problème dont je vous ai déjà parlé avec Welcome To the Moon, où j'ai du mal à aller plus loin que le deuxième scénar, parce qu'à la fin du deuxième scénario, j'ai pas envie encore une fois flipper ces cartes, etc. Et j'arrive pas très bien à comprendre pourquoi. Je crois vraiment que ça n'a rien à voir avec une question de jeu expert ou pas jeu expert, parce que, encore une fois, il y a des roll and write qui sont maintenant des super jeux experts. Hein. Le mur d'Adrien en est un, Twilight Imperium va en être un. Mais moi, il y a quelque chose un peu répétitif dans la mécanique qui fait que je pense que je prends un peu moins de plaisir. C'est peut-être pas assez grandiose pour toi. Je sais pas, Welcome To the Moon, tu vois, ça, on pourrait considérer que c'est un peu grandiose quand même, mais il y a plein de petits jeux. Non, mais il y a plein de petits jeux auxquels je joue sans figurines et auxquels je prends beaucoup de plaisir. Des jeux de cartes notamment que j'adore. Mais ouais, je sais pas. C'est vrai que c'est
Et puis ma première réaction était donc vraiment parlante, effectivement, mais ça a été ça, de se dire, ouais, bon, ok, bon, parlons de ça. Et c'est vrai qu'il y a un certain côté répétitif finalement dans ces jeux. Moi aussi, à force de les voir sortir, parce que là, tu as fait l'historique, hein, tu l'as très bien fait, mais depuis 2018, il y a eu les grosses sorties. Hein, tu as dit très futé, Welcome to, on peut encore mentionner Railroad Inc., qui a vu pas mal d'éditions. Et puis après, à partir de 2020, avec Trek 12, Cartographers, etc., là, il y en a vraiment une quantité assez impressionnante. Et puis, on a presque l'impression que ça devient un peu une sorte de solution de facilité, ou de se dire, bah tiens, c'est à la mode, donc on a déjà sorti un gros jeu, on va faire une version roll and write, ce qui est compréhensible. Hein, surtout avec l'effet de traduire un jeu en roll and write. Mais je veux dire, quand tu penses à un jeu comme Le Mur d'Adrien, est-ce que c'est paresseux de dire on a fait un roll and write? Non. Pas du tout, parce qu'il y a vraiment du travail là derrière. Mais moi, j'ai l'exemple typique parce que j'avais Rajas of the Gange dans les deux versions, jeu de plateau et jeu. Puis finalement, j'ai vendu l'autre jeu parce que je me dis ça sert à rien d'avoir les deux. Puis j'ai regardé qu'est-ce que je préfère. Ben j'ai tellement de bons jeux de plateau, je préfère vendre celui-là. Puis le roll and write est vraiment bon. Donc je me dis je préfère regarder celui-là. Mais d'avoir les deux, ça sert complètement à rien. Mais à l'inverse, t'as aussi le King Domino et versus King Domino D. Là, je sais plus comment ça s'appelle. C'est le duel. Ouais, c'est ça dont on avait déjà parlé parce que je vous avais dit que King Domino, je trouve que c'est un jeu familial génial. Vraiment, c'est du génie de Catala, hein, clairement. King Domino Duel, c'est triste, quoi. Et il y a un truc dans cet enfin c'est triste, c'est très agressif ce que je dis, je m'excuse monsieur Catala, mais il y a le fait de vouloir absolument transformer tous les jeux en roll and write et flip and write, probablement parce que ça doit se vendre, hein, j'imagine que c'est des petites boîtes qui se vendent mieux, bah tu fais aussi des échecs. Et d'ailleurs là encore en travaillant cette émission, que je le répète j'ai bien travaillé, j'étais allé voir sur BGG, est-ce que vous avez une idée de à quelle place est le premier roll and write? Ah non, je sais pas. Ben moi j'ai vu que Welcome to était 140. Je sais pas si ce serait le premier. Non, c'est pas le premier. Le premier c'est Cartographers qui est 116e. Ah ouais. Et en fait, je trouvais ça intéressant, tu vois, ça veut dire que cette mécanique-là, elle est quand même assez loin dans le classement. Et pourtant, Cartographers, typiquement, je pense que c'est vraiment un très bon roll and write, flip and write en l'occurrence. Et malgré tout, un super flip and write il n'est pas dans le top 100 de tous les meilleurs jeux BGG. Alors BGG est critiquable, c'est plutôt un classement de geek, c'est plutôt un classement de gamer, etc. Mais ça sort pas très loin et je pense que si on allait regarder ces adaptations de jeux de plateau en jeux de roll and write, je suis sûr qu'ils seraient encore moins bien classés. Ce qui montre bien que c'est pas si simple de faire un bon jeu à partir d'un jeu de plateau. Ça serait intéressant de voir s'il y a un jeu, c'est dommage qu'on n'ait pas l'info, mais ça serait intéressant de voir s'il y a un jeu que la version roll and write est mieux classée que le jeu de plateau, tu vois. Ah ouais. Ce serait intéressant. Si vous avez la réponse, amis auditeurs, mettez-moi dans les commentaires. Ce qui est assez. Je pense qu'au moment où vous sortez, quand vous prenez la décision de faire une version roll and write de votre gros jeu en guillemets de plateau, vous prenez moins de risques en fait, moins de risques de sortir un nouveau gros jeu. Déjà, il y a le nom du jeu, donc si c'est un jeu qui était porteur, déjà. Au niveau marketing, c'est intéressant. Alors on voit, il y a eu l'annonce de Jeanne d'Arc Orléans avec du backbuilding, donc une version de Orléans en jeu à cocher. Là déjà, ils vont pouvoir profiter de la force et puis de la notoriété de Orléans, ce qu'a pu aussi profiter 3 Dice. L'île des chats aussi qui est sortie, Twilight Imperium, clairement quand tu vois le buzz que ça a fait exactement dans le jeu, donc de te dire tiens on va faire une version roll and write ou flip and write, finalement on prend pas trop de risques, surtout que la production ne va pas être trop coûteuse, si je dis pas de bêtises. Voilà, on sort quelques feuilles, il n'y a pas beaucoup de matériel. Et ce qui est intéressant, c'est de voir finalement ceux qui vont au-delà de ça. On sait déjà qu'Orléans avec Jeanne d'Arc, il y aura du backbuilding quand même dedans. On a parlé tout à l'heure de Get on Board, où il y a aussi un plateau entre, le mur d'Adrien, où il y a des ressources également. Donc après, est-ce que finalement, le jeu à cocher très simple, avec peu de matériel, est-ce que finalement, on ne va pas se retrouver maintenant avec des gros jeux aussi à cocher, plein de matériel, et au final, on se dira, mais pourquoi avoir fait ce jeu à cocher? Je crois que c'est un peu le reproche qu'il y a eu pour Roll, où beaucoup ont dit mais c'est dommage d'en avoir fait un jeu à cocher parce qu'il aurait tout à fait sa place dans les jeux de plateau et il avait l'air de manquer du matériel. Donc ça aussi c'est de trouver finalement où c'est intéressant ce jeu à cocher, c'est d'avoir quelque chose de plus léger et je pense que l'île des chats est un bon exemple
où finalement l'île des chats, on va pas forcément le prendre en vacances parce que voilà, c'est la grosse boîte. Énorme, ouais. Et la version avoir jeu à cocher qui vient de sortir, je me demande d'ailleurs si c'était pas ça faisait partie, je crois, d'un Kickstarter. Ouais. Hein. Maintenant, c'est vendu en boutique. Eh bien, c'est vraiment une version petite boîte condensée du jeu où on est très très proche du jeu de base. Et là, c'est aussi intéressant. Jeu facile à sortir, etc. Puis au final, bah oui, si on le prend en vacances, on va peut-être enchaîner les parties. Mais nous, comme tu dis, des fois, t'as pas envie de refaire une partie parce que finalement, on a tellement de jeux. Puis il y a tellement de jeux aussi qu'on a envie de faire. Qu'on se dit, ah bah c'était sympa cette partie de Roll and Write, mais on a envie aussi de sortir moi, de jeu. Le truc qu'on n'a pas vraiment parlé, que je pense qui est vraiment pour moi personnellement la raison pourquoi je reste toujours un peu intéressé par tous ces jeux-là, c'est vraiment, encore une fois je dis c'est très personnel parce que c'est mon côté prof où je me dis ce que j'adore des jeux de flip and write et tout, c'est cette idée que tu peux jouer à plusieurs. Puis tu sais, moi j'ai fait souvent des parties de, tu sais, si tu fais un welcome to, tu peux le faire littéralement à 100, il dit sur la boîte, autant que tu as des fiches, mais ça c'est cette idée, après tu as les deux côtés, parce que du coup si tu peux jouer à autant, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'interaction, ce qui enlève, mais je veux dire cette idée que tu pourrais jouer avec, tu mets un projecteur, tu montres les cartes qui sont tirées, puis tout le monde peut cocher sur sa feuille, c'est un peu comme jouer au bingo littéralement, tu as quelqu'un qui dit le chiffre, tout le monde coche, ça je trouve que c'est intéressant. C'est pour ça qu'on organiser d'ailleurs les dimanches là, des journées Welcome to à la place des lotos dans les villages. Il y a plein de lotos qui sont tous les dimanches. On va faire du Welcome to maintenant. C'est magnifique. Ça pourrait, mais après, c'est plus dur à vérifier s'ils ont fait juste. T'sais. Ah bah il faut avoir des gens comme Benji qui vont tourner. C'est drôle parce que j'ai fait tout ça. Le petit numéro. J'ai fait un Welcome to. Ça faisait longtemps que j'avais pas joué au jeu de base. Puis là, j'ai fait avec des élèves le dernier jour d'école. Et puis on a joué on était à 17. Et puis il y a une élève qui a gagné avec un score que vraiment je me suis dit mais c'est presque impossible. C'est sûr qu'elle a triché à quelque part. Finalement, si elle écoute, je pense pas, mais je pense pas qu'elle a triché. Mais, pas volontairement en tout cas. C'est dur à dire. Tu sais, quand quelqu'un sort avec un score de 30 points de plus que tout le monde, tu te dis ouf, il y a peut-être quelque chose qui est allé. Tu vois, que c'est trop facile. Vous étiez tous nuls aussi. Aussi, mais à 17, tu dis il y en a au moins un qui est pas mal. Bah, c'est elle, c'est la seule. Voilà. C'est la seule. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est pas cher souvent ces jeux-là. Je te recoupe. Donc voilà. C'est normal. C'est peu cher, facile à expliquer souvent. Et puis donc, mais quand même, il y a beaucoup de rejouabilité parce que tu vas pas tout le temps faire la même chose exactement. Donc je pense que c'est un peu seul. Ouais, non, t'es pas d'accord? Bah, en fait, j'étais d'accord avec tout ce que tu as dit jusqu'à la rejouabilité. C'est ce que j'allais dire aussi. Je reconnais que la plupart de ces jeux-là, je ne les vends pas parce que, en fait, je trouve qu'ils sont faciles à sortir pour des gens non initiés. Typiquement, je pars avec ma famille en vacances là, cet été. Je sais que je vais prendre Trek 12 par exemple, et peut-être un Déméter. Ou Corinthe, toi tu dis souvent tu joues. Ouais, Corinthe, c'est celui qu'on a énormément sorti. Je mentionne quand même Déméter, histoire de sortir en famille un petit jeu à cocher. Non, mais Déméter, il est pas si compliqué, il est un peu plus compliqué que les autres, mais tu vois, typiquement, tu commences par un Trek 12 et puis ou un Corinthe, et puis tu passes à Déméter avec ceux qui sont un peu motivés. Je trouve que justement, ces jeux-là sont assez accessibles et malgré tout restent ludiques parce que le coup de lancer des dés, ça plaît à beaucoup de gens. Beaucoup de gens sont habitués à ça. Tout le monde a joué au jeu de loi quand ils étaient enfants. C'est aussi assez sympa. Exactement, le côté combo aussi que beaucoup de ces jeux ont. Moi, je trouve que c'est futé. Très futé. Oui, mais ça, je pense que c'est déjà un niveau au-dessus en termes de gaming. Ouais, peut-être. Tu vois, toi, tu aimes ça, mais mes parents, par exemple, c'est pas du tout le côté combo qui les attire parce que ils vont pas en faire. Ils connaissent pas. C'est ça. Mais c'est l'avantage des flip and write et surtout peut-être même encore plus des roll and write avec les dés où je pense que c'est effectivement très accessible. C'est pas très cher. Par contre, en termes de rejouabilité, je trouve ça discutable. Ça peut être intéressant de mentionner quelques sorties là, parce qu'il y a eu pas mal d'annonces de jeux qui viennent de sortir ou qui vont sortir ces prochains jours. Je crois qu'ils sont presque tous sortis si je dis pas de bêtises. Il y a Voyage au centre de la Terre, Captain Soir, qui là, c'est vraiment un qui me fait de l'œil. On l'avait vu à Cannes, tu sais. Exactement, et on n'y a pas joué. Et là, il y a vraiment ce côté un peu Texas, où on va se fighter un peu parmi, on va surveiller ce que font les autres. Ce qui manque, c'est ce qu'on reproche des fois, c'est l'interaction. Même si on joue tous en même temps, il manque un peu d'interaction dans ce style de jeu. Et là, on voit qu'avec Captain Soir, avec Kyudo, de Catala et Maublanc qui vient de sortir, où on retrouve justement cette interaction, on retrouve même du collaboratif, si on veut se rappeler du prototype Maze Quest qu'on avait testé chez Sébastien Pochon avec mon co-auteur Ismaël Perrin. Là on se réjouit aussi parce qu'il y avait ce côté coopératif où on échange autour de la table, on n'est pas tous sur notre feuille. Donc ce qui est très rare. Et puis sinon il y a encore 2 autres sorties, Le Murmure des Feuilles de Paolo Mori et puis On Board aussi qui vient de sortir. Donc ça n'arrête pas, ça annonce et on monte un peu en qualité. Et il y a aussi la sortie des gammes enfants. Il y a eu Très Futé Kids.
Il y a eu Encore Kids, donc encore un peu dans les mêmes styles que Très Futé. Et il y en a un que j'ai ressorti ce week-end avec mon épouse et ma petite Noémie de 7 ans, qui s'appelle Au Mon Château. J'en ai déjà parlé et j'ai vraiment plaisir à jouer à celui-ci. Et c'est drôle parce qu'on y a joué beaucoup. Hein. Donc il y a le tas de feuilles, j'avais gardé les feuilles utilisées. Puis tout d'un coup, en jouant, mon épouse me pose une question. Puis je lui dis, mais tu me fous le doute là. Puis j'étais dans les règles. Puis tu sais, elle me disait, c'est à ton tour. Puis pourtant, les règles, il y a 2 feuilles. Hein. Puis j'étais là, je relisais. Puis je dis, mais c'est pas dessus. Donc hop, direction YouTube, direction vidéo règles. Je tombe sur. Et là, bam, je me rends compte que depuis notre première partie, il y a un truc on a fait faux. 8 ans Et après, tu regardes ton petit carton et puis tu te dis, ah bah ouais, mais finalement, c'est hyper logique de jouer comme ça. Donc on a fait après une partie, puis on s'est dit, ah ouais, bah on l'aimait déjà, mais là, je l'aime encore plus. Donc vraiment, le Au Mon Château, où il y a un peu de la gestion de ressources. Il faudrait que tous les jeux aient ça. Très Ils sympa. donnent un premier livre des règles avec un truc faux, puis là d'un coup ils disent tu savais, mais là c'est encore mieux. Et c'est là que je me suis rendu compte, dans un jeu finalement simple, avec un livret de règles vraiment petit, ils sont pas allés assez loin, parce que très clairement, ce qu'il a expliqué, alors est-ce qu'il l'a expliqué juste ? Ça m'a l'air logique maintenant, mais dans le livret de règles, c'était pas écrit pareil. Puis encore un dernier aussi pour les enfants, très sympa, le Trails of Tucana. J'en ai déjà aussi parlé, donc là c'est vraiment enfant, mais également toute la famille. Non Benji, tu te moucheras pas maintenant. Voilà, donc ça c'était la petite gamme enfant. Et puis certains ont pris encore d'autres voix, dont un qui vient d'être annoncé ou qui sort ces jours, qui s'appelle Hop, c'est plié. Donc c'est un jeu à cocher et à plier aussi. Donc on voit que certains ils se disent tiens, est-ce qu'on va aller encore plus loin? Puis il y a eu aussi il y a quelques temps le jeu qui s'appelle Clip Cut Parks, où là on est dans un jeu à dés et à découper. Je sais pas si vous l'avez vu ça avec je crois que c'est sur la thématique du golf, où on a des petits ciseaux, on doit découper, puis ça fait très enfant, mais il paraît-il qu'il est pas si simple que ça. Okay. On peut découper des formes, déplier, etc. Ça a l'air, voilà, le cut and write, exactement. Donc voilà, il y en a qui sont très imaginatifs, c'est plutôt sympa. Pour terminer, c'est le dernier point que je voulais mentionner, où je trouve très sympa dans cette gamme de jeux, c'est les contenus finalement additionnels, gratuits, qui sont mis à disposition sur Internet. Et là, l'exemple type, c'est Trek 12, où ils ont sorti beaucoup de planches additionnelles, originales, en fonction de certaines thématiques. Il y a eu pour la Saint-Valentin, le confinement et d'autres. Et il y a eu même dernièrement une version enfant qui est sortie en téléchargement. Et ça, c'est simple, parce que finalement, on imprime et c'est prêt. On n'a pas besoin de faire 36 000 découpages, coller des cartes, etc. etc. Ouais. Donc voilà, ça apporte cette simplicité. Et je trouve que ceux qui le font, c'est cool, parce que, alors bien entendu, ça permet de reparler du jeu, donc il y a un concept marketing derrière, mais ça reste du contenu gratuit et simple à utiliser, qui permet de ressortir le jeu par la suite. Alors maintenant, on va passer à notre troisième segment, qui est notre top 5. Comme je vous l'ai expliqué avant, on n'a pas pu faire un top 5 jeux à cocher parce qu'on l'a déjà fait, excepté pour David, mais on a décidé plutôt, pourquoi pas faire un top 5 des jeux de plateau qui existent déjà, qu'on aimerait voir en version Roll and Ride. Je sais pas pour vous, moi j'ai pas nécessairement pris des jeux auxquels j'ai joué. Ah bah oui. Moi... Alors moi il y en a un que j'ai pas joué. Il y en a un que j'ai pas joué. Puis je vais d'ailleurs commencer avec celui-là, parce que moi... je suis un bon élève, j'ai pas de mention honorable. Alors, mon numéro 5, c'est Marvel Champions, qui c'est un jeu que j'ai acheté récemment, mais que j'ai pas encore essayé. Mais c'est sûr et certain que moi, tu me sors un roll and ride dans l'univers de Marvel. Tu mets un roll and ride Marvel. Il n'y a pas encore ça? Alors, pas pour le moment. Je crois pas. Mais je pense que ça, c'est clairement quelque chose, il y aurait quelque chose à faire. Tu pourrais sortir, comme tu viens de le dire, du contenu additionnel, de sortir des cartes. Là, on fait telle mission, tel truc. Moi, je serais partant. Je serais le premier en ligne pour l'acheter. Marvel Champions, mon numéro 5. Benji? Mon numéro 5, c'est les... J'ai pas de mention honorable. Vous me faites plaisir, les gars. J'aimerais que ce soit noté. C'est les Aventuriers du Rail. Bah oui, c'est quand même un jeu qui existe depuis maintenant 15 ans, qui a sorti des milliers et des milliers de boîtes. À ma connaissance, non. Okay. Ils ont sorti une petite boîte des Aventuriers du Rail, mais qui n'est pas sur un système de roll and write ou de flip and write,
Moi, je le verrais plutôt bien en flip and write, tu vois, où tu choisis un wagonnet d'une couleur et puis peut-être tu pourrais avoir en face des couleurs de wagonnets, un truc pour construire une gare, un truc pour construire un tunnel, un truc pour construire... un peu comme railroading au final. Alors peut-être qu'effectivement du coup ça ferait la même chose, mais comme j'ai jamais joué à je pense qu'on pourrait le faire sous l'appellation mais voilà, c'est ça. du Moi rail, je propose ça à Days of Wonder, subtilité. qui je sais est une petite entreprise en difficulté. Qui ont besoin Un petit flip and white autour des aventuriers du rail, ça pourrait être rigolo. Parce que tout le monde sait qu'ils ont vraiment beaucoup de peine avec les ventes d'aventuriers du Tout à rail. fait, ouais. Ça fait Je crois qu'ils ont fait un bid. Il aurait été en mention honorable, toi. Si... C'est vrai, bah, tu vois, tu l'achèteras là. Hein, bah, tout à fait, bien sûr. Voilà. Alors, Numéro 5, numéro 5, bah, c'est Azul. Ah, j'ai bah oui. Ouais. Où je me suis dit que finalement, sur les dés, tu pourrais très bien mettre les tuiles de façon différente. Chacun a son petit jeu de dés. Tout le monde lance en même temps et puis qu'on puisse utiliser les dés de chacun à récupérer. Ça pourrait être un concept assez sympa à travailler. Mais c'est drôle parce que justement, en créant cette liste, je me suis dit presque tous les jeux de placement de tuiles pourraient faire des bons roll and write au final. Oui, c'est vrai. Tu l'as sur le dé ou sur les cartes. Il faudrait réussir à trouver la mécanique d'accumulation puis de nettoyage. Ouais. Alors là, il faudrait peut-être avoir les stylos, les fameux stylos dont il faut que tu achètes 100 d'entre eux pour pouvoir les effacer ensuite. Mon numéro 4, moi, c'est drôle parce qu'au début, je me suis dit, est-ce que ça va simplement être nos top 5 meilleurs jeux, puis on les enlève. Pas du tout, hein. Alors, pas du tout, moi non plus, parce que j'ai mis Sushi Go. Je me suis dit, en roll and write, déjà l'univers est assez cool, puis le nombre de fois où les gens, tu sais, juste les illustrations, ça attire à fond les gens. Je me dis, d'essayer de te créer ton menu, puis là, tu prends les différents endroits dans la cuisine pour aller justement aller cocher les différents trucs. Je pense qu'il y aurait clairement un jeu à faire là. Puis vu que c'est un jeu que j'aime beaucoup, puis que je trouve que je sors pas assez souvent, voilà, Sushi Go. Ouais. Après, Super Sushi jeu. Go Party. Ouais, tout à fait. Sushi Go, roll ou dice, comme on veut. Sushi Dice. Bon, d'ailleurs, il y a eu un genre de roll et quelque chose, parce qu'il y a eu Sushi Roll, mais c'est vraiment pas l'idée que je viens de dire. On n'a pas des feuilles à Il n'y cocher. a pas de right. Non, c'est ça. Voilà. Bien sûr. Comme un pro. À toi, Benji. C'est génial. Mon numéro 4, c'est Anachronie. Oui, on pensait bien. Alors figurez-vous bien sûr qu'au moment où j'ai fait ce top 5, et d'ailleurs c'est toujours ce qui est indiqué sur ma fiche, je me suis dit je vais le mettre en numéro 1. Bah, bien. Et puis je me suis imaginé, tu vois, un flip and write avec des ressources, des actions à faire comboter entre le recto et le Avec verso. de l'eau. Tu pourrais acheter des bâtiments qui te font gagner des pouvoirs, qui vont te rendre plus puissant les actions que tu vas prendre après, pour acheter des super projets qui vont te donner des points de victoire, et puis d'autres actions de type voyage dans le temps. Et puis en fait, au moment où je vous raconte ça, bah, j'ai pas du tout envie de l'acheter. Donc je peux pas le mettre en numéro 1 en fait. Et je me suis rendu compte en réfléchissant à cette mécanique, en fait je pense que ça n'est quand même pas si simple de transformer n'importe quel jeu en flip and write. Donc Anachronie, bien évidemment je le prendrai pour le plaisir, en revanche j'y jouerai probablement pas. C'est pour ça qu'il n'est pas mon numéro 1, ce qui est rare pour Anachronie. C'est vrai. Mais c'est ça au final, quand on a déjà un gros jeu de plateau, est-ce qu'un gros jeu à cocher se justifie? C'est un peu ce que va essayer de nous démontrer le Twilight Inscription. Mais je vais en parler après si tu veux. Ah ouais, tu en parles. Ok. Donc, alors moi, mon numéro 4, j'ai placé It's a Wonderful World dedans. Parce que je me suis dit qu'en roll and J'y ai write, pensé aussi. Hein. on devrait pouvoir faire quelque chose. Au lieu de... Alors on fait du draft de cartes. Est-ce qu'il y a un moyen de jeu? Alors j'y ai pas beaucoup réfléchi, je vous l'avoue, mais je pense qu'il y a certainement quelque chose qui peut se faire dans cet univers-là, dans ce genre de gestion de ressources également. Ouais. Mais je pense que c'est pas si simple la gestion de ressources dans un roll ou flip and write en fait. C'est difficile cette accumulation. Tu l'as dans Corinthe où tu accumules petit à petit, tu barres au fur et à mesure, mais c'est pas la mécanique principale. Donc il faudrait trouver autre chose que Après, l'accumulation. j'exclus pas qu'il y ait quand même d'autres éléments, mais voilà, c'est un jeu où je m'y intéresserais en tout cas assez fortement s'il sortait. Puis tu pourras avoir exemple justement des différentes sections pour la recherche militaire, si, ça. C'est assez rigolo qu'on soit en train d'imaginer le truc autour de la mécanique. Bah oui, Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est en train de le créer qui dit merde, c'est tellement bien. Tu lances un certain nombre de dés, puis chacun peut prendre un dé, donc une ressource, et puis toi tu dois, t'as tes cartes et tu dois remplir ces ressources. Donc voilà, c'est qu'est-ce que tu laisses aux autres, qu'est-ce que tu prends, est-ce que tu vas prendre quelque chose qui t'arrange ou plutôt bloquer les autres. Il y a quelque chose d'intéressant là autour et peut-être un peu plus interactif que finalement le jeu de Et puis plateau peut-être que toi, initial. exemple, si tu prends telle ressource, ça en donne une aux autres, mais toi t'en as une de plus. Mais moi je crois qu'on va le faire. Tu connais Les pas gars, un éditeur quelque part? Moi je crois qu'on peut le faire. Alright, moi mon numéro 3 c'est Grand Austria Hotel, qui est un jeu que j'ai ressorti. Voilà un jeu qu'on pourrait faire ce soir, bon sang. Voilà. Mais c'est un jeu que j'ai ressorti il y a 2 semaines maintenant, et puis je me suis dit, j'imaginais la fiche avec justement l'hôtel, où en mettant tel client dans une
une chambre, on pourrait cocher la chambre et puis on pourrait avoir des cartes qui donnent encore une fois des ressources, mais dans ce cas-ci c'est du café ou du vin ou des strudels. Donc voilà, pour moi je me suis dit visuellement ça pourrait en plus claquer d'avoir cet hôtel, pour une fois qu'on coche pas des routes ou des chemins, d'avoir une hôtel qui se remplit, ça pourrait être une bonne idée. C'est vrai. Grand Austria Hotel, mon numéro 3. À toi Benji. Seven Wonders. Ah bah oui. Of course. Il en faudrait bien. C'est vrai que c'est le seul truc qui manque. Là très clairement, Seven Wonders, moi je le verrais plutôt avec des dés. Peut-être des dés, un des sciences, un des militaires, un des civils, un des ressources. Enfin, pas ressources, mais commerce, là, le jaune. Pourquoi pas un D7 face? Ah, ce serait joli, bah ça. Oui, Ça existe, un D7. Là, tu t'imagines me l'as divulgaché, mais moi je l'ai mis en 1. Je me suis dit que très clairement, vu tout ce qui est sorti déjà dans Seven Bien Wonders, sûr. je me dis c'est l'étape, c'est ce qui manque. Ouais. Et là, ce sera intéressant Antoine participe à ce podcast et qu'on en parle. Ouais. Il y a juste le système de chaînage que peut-être n'est pas très simple à construire sur un Roll and Write. Non, mais ce qui est intéressant, c'est le Seven Wonders de base où on l'a mentionné souvent que pour des personnes qui ne sont pas vraiment initiées, c'est assez compliqué de comprendre, ok, mais j'ai les ressources, mais j'ai rien qui les représente vraiment, c'est les cartes, je peux les acheter aux voisins. Bah là, on peut très bien imaginer aussi ce côté coche, enfin. Et puis tu pourrais aussi avoir l'interaction de dire, ton voisin, s'il a déjà coché le bois, toi, t'es pas obligé de toi. Si lui il coche ça, moi je peux cocher quelque chose. Finalement, il y a des choses à faire. Moi je pense que si on doit inventer un jeu entre nous, on va aller vers la simplicité, la facilité, on va aller dans les jeux à cocher. Moi j'imagine Sébastien Pochon qui nous écoute et qui est mort de rire en imaginant les concepts foireux qu'on est tous en train de dire. Il va dire mais c'est déjà sorti. Mais c'est drôle parce que je me dis, tu sais, moi je m'attendais à rien à ce top 5, mais en fait je trouve ça méga intéressant d'imaginer les je trouve qu'on a plus d'idées avec cette thématique là que d'autres gros jeux où on devrait inventer. C'est le syndrome de la page blanche, non? Toi c'est bon? Ça se dit par rapport à ton travail? Ah oui, c'est tous en fait de vous deux par rapport à votre travail. Moi j'ai l'habitude de cocher, de mettre des croix par ça. David, ton numéro 3? Ah oui, bien. Alors, on parlait tout à l'heure de l'île des chats qui, dans sa campagne Kickstarter, avait glissé un roll and write, enfin un flip and write, je sais pas exactement le genre. Eh bien, Everdell aurait pu faire pareil. N'est-ce pas? Je l'ai pas mis, moi. Tu l'as pas mis? Je l'ai pas mis parce que je me dis, ils vont me faire chier si je le mets. Oui, c'est pour ça que tout à l'heure, Benji a dit est-ce que tu vas... Ah non, c'est toi qui as dit. Est-ce que je vais réussir à le placer dans cette émission? Bah, tu l'as pas fait, donc moi je le place. Voilà, Everdell, de nouveau. Alors, on a cette gestion de ressources, donc on en a déjà pas mal parlé, mais je pense, comme dans le mur d'Adrien, on retrouve physiquement des ressources, on pourrait également retrouver Everdell là-dedans. Et pourquoi Everdell et pourquoi pas un autre? Parce qu'Everdell, a fait parler. Et de nouveau, le côté marketing, ça marche. Et puis c'est Team Mathieu, quoi. Ouais. Fayot. Yes. Numéro 2, j'ai mis Bitoku. Puis ça, c'est celui où j'ai dit, j'ai essayé de prendre un jeu vraiment expert puis de l'imaginer en roll and write. Toujours expert ou... Alors, pas du tout. Moi, j'imaginais ça. En fait, j'ai juste pensé au plateau de jeu parce que le plateau de jeu de Bitoku est vraiment, vraiment beau. Si vous voyez pas de quoi je parle, allez regarder. Et puis, vraiment, j'ai vraiment imaginé le truc où les différentes actions, tu dois aller dans cette case-là. Moi, dans ma tête, je pensais vraiment à... comment ça s'appelle? Rajas of the Ganges, The Dice Charmers, la version Roll and Write, qui est vraiment justement d'aller sur telle case, ça va... C'est cet endroit-là où tu vas faire cette action-là, puis vraiment d'aller dans les différentes actions. Puis je me suis dit, pourquoi pas au final prendre les mêmes mécaniques dans le jeu, parce qu'il y en a plusieurs qui sont mêlés là-dedans, puis les enlever, puis vraiment essayer de se concentrer sur le plateau. Si tu vas là, ça fait quoi? Aller là, ça fait quoi? Puis en plus, si on pouvait réutiliser un peu cet univers-là que je trouve incroyable, je trouve que c'est un des plus beaux jeux que j'ai. Donc pourquoi pas un Roll and Write Bitoku qui pourrait être plus accessible que le jeu de plateau. Mais c'est drôle parce qu'au tout début où j'ai commencé à construire mon top 5, je me suis dit en fait sur quelle thématique j'aurais envie d'aller, quel beau jeu j'aurais envie d'aller. Et puis là j'avais Anachronie bien sûr, j'avais On Mars, mais en fait j'arrivais pas à construire autour. Et puis je suis assez d'accord avec toi, je trouve que Bitoku, il est tellement sublime que ça donnerait envie d'y aller fait sur n'importe quelle mécanique. C'est clair, puis t'aurais justement les différents endroits sur le plateau qui représentent déjà un peu le jeu. Au final, les placements d'ouvriers, j'ai l'impression que tu peux avoir cette idée de, à place d'aller mettre un ouvrier, tu vas cocher à cet endroit-là. Donc voilà, mon numéro 2, Bitoku. À toi? Moi c'est Eclipse.
Bah oui, ils en sortent un sur Twilight Imperium, donc on peut en sortir un sur Eclipse. Là, je le verrais bien aussi comme un gros, un espèce, c'est ça, un flip and write ou un roll and write un peu expert. Avec des figurines. Non, sans figurines, mais avec plusieurs plateaux, probablement. Un plateau expansion, un plateau technologie, et puis un plateau... C'est surtout celui-là qui, j'avoue, m'excitait un petit peu. J'imaginais mon plateau à cocher de vaisseaux que j'améliorerais petit à petit, sur lesquels je mettrais de plus en plus de pouvoir en fonction soit des lancers de dés, soit des flips. Donc Eclipse, je serais preneur en roll and write. Voilà, numéro 2, David. Alors moi j'aurais bien mis les châteaux de Bourgogne, mais il existe. Ouais. Donc Oui. je ne l'ai pas mis. Eh ben, je vais parler de Ark Nova. Parce qu'à Ark Nova, rien qu'au niveau finalement du matériel, on est proche de la feuille. Le carton étant tellement mince qu'on n'est pas très loin. C'est vrai. Les petites tuiles pour construire le zoo, finalement, on peut les dessiner. Et on pourrait imaginer très clairement un flip and write, un peu comme les Welcome to, où on flippe certaines cartes et on doit utiliser ces cartes et on peut les utiliser seulement si on est au bénéfice de certaines ressources qu'on a déjà ou certains continents pour ceux qui ont joué. Après, tu perds la mécanique des actions que tu fais monter ou que tu fais je descendre. t'avouerais que j'y ai pas non plus réfléchi pendant, Bah non, mais voilà, excuse-moi pendant d'être 15 sérieux jours. sur l'organisation du truc, quoi. Mais ouais, Ark Nova, je pense qu'il y a Ouais, j'ai vraiment aussi aussi pensé. quelque chose à faire de très intéressant. En tout cas, ça m'intéresserait d'aller vers ce jeu. Parce que j'avais pensé à Carcassonne. Puis je me suis dit, bah oui, Carcassonne, forcément. Il y a pas... Puis après, je me suis dit, mais un peu comme toi, tu l'as dit tout à l'heure, je me rappelle Ouais. déjà plus quel jeu. Pour Anachronie. Voilà, l'anachronie. Mais en fait, Ça est-ce que j'ai t'intéresse. envie d'y C'est ça, aller bah, c'est ça. ouais. Non. Alors pour Carcassonne, pour la petite histoire, il y a eu un Carcassonne Inc. qui s'est appelé ensuite Intramuros, mais qui n'est pas du tout à voir lié à l'auteur de Carcassonne. Donc c'est plutôt une sorte d'opportunité, et puis ça avait l'air d'être un truc très cheap. Ok. Donc Carcassonne n'a toujours pas, mais j'aurais pas envie d'y aller, alors que c'est vrai qu'un Ark Nova, si on dit ah il y a un Ark Nova Flip and Ride qui est sorti, hein, quoi, ok, quoi, qui va sortir plutôt parce qu'on est au principe au courant un peu avant. Moi, je n'irais pas. Toi t'irais pas, non. Mon C'est nature. numéro 1, c'est le seul où justement j'ai dit je vais quand même prendre un de mes jeux préférés puis en faire un roll and write. Bah, Pas Room Service, non. Ah. Non, moi j'ai pas allé Room j'ai Service. alors, Non, moi j'ai pensé. moi, j'ai mis en motion en aura pour Benji le room service, Non. mais j'ai pas voulu en parler avant parce que Non. j'avais peur de divulgation. Non. Moi j'ai mis Spirit Island. Et puis j'ai essayé de réfléchir à une idée comme quoi, là on est vraiment pas dans un roll and write classique, mais j'ai essayé de me dire si chaque esprit représenterait une différente action, parce qu'en général quand tu joues à Spirit Island tu joues qu'un seul esprit, puis je me disais peut-être qu'il y aurait une façon de, quand tu le coches tu peux faire telle chose, alors que si tu choisis l'autre esprit ça va être une autre action complètement différente. Donc j'ai un peu essayé de le tourner en genre de placement d'ouvrier qui l'est pas, mais encore cette idée dont on essaie de repousser les colons en tant qu'esprit. Voilà, mon numéro 1, Spirit Island. Ok. J'avoue que j'ai du mal à le visualiser, mais why not? C'est rigolo parce que mon numéro 1 à moi, c'est un jeu que t'aimes beaucoup et on en a même parlé au début de ce podcast. C'est Nidavellir. Et en fait, je me suis dit que Nidavellir, en dehors du coin building que j'avoue ne pas réussir à forcément imaginer comment on peut le garder, mais sur la partie de construction de nains, je pense que c'est pas si compliqué que ça. C'est-à-dire que tu peux tout à fait... La construction de guerriers nains, là. Tu peux imaginer un flip and write où tu vas avoir petit à petit les catégories qui sortent, et puis t'en choisis une au fur et à mesure pour pouvoir faire des combos. Et puis quand t'en as qu'à 5 d'une ligne, toc, tu prends un héros qui donne un pouvoir supplémentaire. Il y a juste ce système de coin building que je trouve en plus très original à Nidavellir, pour lequel il faudrait trouver un moyen, mais peut-être qu'avec des dés, justement, il y aurait quelque chose à Ce qui faire. pourrait être assez sympa, c'est que, en principe, dans les flip and write, en tout cas comme Welcome to the Moon, chacun peut utiliser les mêmes cartes. Et là, ce serait aussi assez intéressant que dans un Nidavellir, finalement, chacun puisse aussi peut-être utiliser les mêmes. Ouais, ce serait le cas en Et tout puis cas. de voir C'est ça, jusqu'où Tout à tu fait. arrives à avoir Ouais. des différences d'utilisation de Au ces moment où cartes. je m'imaginais le jeu, en fait, je me disais, il n'y a peut-être pas grand-chose à changer au système actuel. Simplement d'avoir une pioche avec tous les nains, et puis que tu... Bon, en tout cas, on a donné les bonnes idées. Hein. Oui. Si les auteurs Oui. nous écoutent... Ah, ton numéro 1, toi c'est Seven Wonders. C'est Ah oui, Wonders, oui, ouais. tout à fait. Voilà. Donc, avant de finir, rapidement, votre jeu qui vous fait de l'œil. Je sais que tu as dit en début d'épisode, t'en avais 3, J'en mais tu ai vas en 3. dire que 1. Non, mais je vais dire les 3, mais je vais même pas les... En fait, c'est simplement vous dire que la semaine est chargée sur Kickstarter, parce que donc aujourd'hui, jour de l'enregistrement, 14 juin, il y a la sortie de Skyrise. Effectivement, t'en as parlé de Sébastien Pouchon, donc qui on souhaite quand même bon courage pour cette première expérience.
Le 15 juin, demain ou avant-hier, selon le moment où vous écoutez le truc, il y a Brett Valda qui sort. Ouais, on en a parlé la dernière fois. 2 semaines. Le pledge a été annoncé à 87€, mais sans les frais de port et sans la TVA. Donc on va passer un jeu à 120€, que je trouve peut-être un petit peu cher du coup, mais on va voir. Et Septima, le 16 juin. on en a déjà parlé. Ah non mais c'est tout, je les nomme juste, je dis juste que cette semaine, c'est une semaine un peu chargée au niveau Kickstarter. Prévenez vos banquiers, vos épouses et En tout cas, ils te font de l'œil, mais t'es pas prêt de les avoir, même si tu les bats. Ah non, ça c'est sûr. David, ton jeu qui te fait de l'œil. Mon jeu qui me fait de l'œil est une extension coopérative, c'est Viticulture World. Ah oui, tout à fait. Donc cette fameuse extension de viticulture qui a l'air vraiment très intéressante. D'ailleurs, il mentionne Spirit Island dans les influences un peu de ce mode coop. Puis je sais pas si vous avez vu, mais vous pouvez l'avoir alors soit dans une boîte très sympa, parce que les viticultures ont des très belles boîtes, mais il y a aussi une big box, genre caisse à vin, imitation bois, qui va contenir déjà cette extension et dans laquelle vous allez pouvoir rajouter vos autres contenus de viticulture ou des autres extensions de viticulture. Moi j'ai aucune envie d'acheter l'extension coopérative là qu'il a vendue. Par contre j'ai très envie d'acheter la big box. Non mais ça très sympa. C'est bien sûr Stone Meyer Game, mais tout est censé sortir en version française chez Matago, mais il n'y a pas encore l'année prochaine. En tout cas, j'ai pas trouvé d'informations, mais en tout cas pour les versions anglaises, c'est disponible là maintenant, quasiment tout de suite. Moi, je vais finir avec mon jeu qui me fait de l'œil. C'est, en fait, j'ai l'impression que je suis un peu en train d'être inondé par des jeux experts que j'ai pas encore essayé, qu'il faut que j'essaye. C'est bien ça. Et puis, le concept intéressant, j'ai vu qu'il faisait une version simplifiée de Terra Mystica qui s'appelle Terra Nova, qui est une version plus initiée, disons, que le gros jeu expert. Et puis je me suis dit, pourquoi pas essayer celui-là, voir si ça m'intéresse, et ensuite, là, peut-être m'investir dans du Terra Mystica. Ou dans du projet Gaïa. Ou du projet Gaïa, comme je sais que toi, t'es assez fan. Mais je trouvais assez intéressant, parce que ça nous est arrivé avec Seven Wonders Architect, cette idée que en fait on va simplifier un jeu. Je trouve que des fois c'est assez intéressant d'enlever peut-être les trucs qui sont le flafla qui est peut-être pas nécessaire. Alors voilà, j'ai hâte de voir pour Terra Nova. Je sais que toi tu vas faire une thématique sur cette question qui est horrible. Complètement. Parce qu'on peut pas répondre. C'est clair. Oubliez pas que la semaine prochaine, on sera en live sur YouTube, donc à 20h heure Europe. Avec le réseau de Mathieu. Donc, qui est tout arrangé, tout devrait aller. Et bien sûr à 14h heure Québec, donc voilà. Sinon, on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode de On joue. Tu...